Bonjour à tous, alors Passion Immo, épisode 111. Oui, 111 épisodes sous le pied, ça commence à faire. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet extrêmement spécifique, ciblé. On va parler d'un dispositif de défiscalisation, le Denormandie, qui est à mon sens trop méconnu, pas assez utilisé, parce qu'il présente de nombreux atouts sur le plan fiscal. Il présente de gros atouts sur le plan fiscal, mais il est un petit peu laissé dans l'ombre jusqu'à maintenant par des dispositifs qui avaient roulé leur bosse depuis beaucoup plus longtemps, comme le Pinel. Mais comme le Pinel a dégagé, là maintenant, on se retrouve avec pas tant d'outils pour réduire son impôt quand on fait de l'investissement immobilier. Donc finalement, ce Denormandie, trop méconnu, comme je le disais, il revient un petit peu sur le devant de la scène. Mais est-ce que c'est si simple que ça d'investir en Denormandie ? Pas tant que ça. Et donc, je voulais, pour aborder cette question et puis la décrypter au mieux, avoir un invité qui sait de quoi il parle. Et cet invité qui sait de quoi il parle, c'est Éric Mona. Et donc, je vais engager la conversation avec lui. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'immobilier, qu'il accompagne ses clients pour réaliser des investissements immobiliers. Il connaît sur le bout des doigts la défiscalisation, mais plus que ça, et c'est ça qui m'intéresse, il ne regarde pas que l'économie d'impôts réalisée, parce que quand on fait ça, on va à la catastrophe. Il n'en oublie pas qu'une défiscalisation immobilière solide, elle repose sur une fondation, et cette fondation, c'est un bien immobilier avec son emplacement, l'analyse de ça, du marché locatif. Sinon, si on ne fait pas cette analyse, on court à la catastrophe. Alors, on regarde tout ça avec mon invité, Éric Mona, Passion Immo, épisode 111. C'est parti. Depuis que le Denormandie est mis en place, on entend souvent ce discours « Oh là là, c'est à fuir, c'est vraiment un dispositif de défiscalisation extrêmement mauvais ». Je suppose que cet argument, tu as pu parfois l'entendre. En même temps, on l'entend sur tous les outils de défiscalisation, on l'entendait sur le Pinel. Il y a toujours cet effet très critique. Le Denormandie, en quelques mots, si tu pouvais le défendre, tu dirais quoi? En fin de compte, bien souvent, les critiques, comme très souvent dans beaucoup de domaines, sont fondées par des gens qui soit ont les mauvaises informations, soit n'ont pas allé chercher la bonne information, ou parce qu'on leur a proposé des dossiers qui sont pas forcément très bons. Alors, comme dans tout métier, il y a du bon et du moins bon. Nous, alors, au niveau de la société Optissimo du groupe Foncia, ça fait donc maintenant 3 ans qu'on réoriente nos investisseurs dans le cadre de la loi Denormandie, parce qu'on a vu le vent venir avec la hausse des taux, le prix de l'immobilier dans le neuf, donc il a fallu qu'on trouve des solutions pour nos investisseurs, pour qu'on puisse présenter des projets avec un ticket d'entrée qui soit diminué de moitié, en général par rapport à la loi Pinel notamment, et donc on a des tickets d'entrée à 80 90 000 euros sur des très bons projets. Comme je l'ai dit en présentation, ça fait 30 ans que je présente ce type d'opération. Et je sais aujourd'hui que la loi Denormandie, quand elle est bien faite, avec des acteurs de qualité, c'est une très très belle loi, c'est une très très bonne loi. Moi, ce que je dis à mes investisseurs, c'est une bombe atomique. On est en plein dedans actuellement. Mais donc, globalement, c'est une très 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 bonne loi. Et également, ce qui est intéressant, c'est parce que le ticket d'entrée commence à 80-90 000 euros, ça permet à beaucoup d'investisseurs de s'intéresser à cette loi, ce qui n'était plus le cas au niveau de la loi Pinel. Donc aujourd'hui, nous, on fait énormément de ventes. Moi, je suis très content de présenter la loi Denormandie. Et de par mon recul par rapport au marché de l'immobilier, entre guillemets, c'est la loi dont j'ai rêvé. Alors, on va y arriver, mais on va y arriver tranquillement, parce que j'ai souvent des habitués du podcast qui aiment découvrir en fait ce qu'est la défiscalisation, l'investissement. Donc, ils sont pas toujours au fait de tout. Si cette loi Denormandie, sous sa dimension réglementaire, sur ce qu'elle peut apporter sur le plan fiscal,
comment on pourrait la présenter, là en étant un petit peu plus technique quand même sur ses atouts? Globalement, ça va permettre aux investisseurs d'avoir une forte réduction d'impôts et avec un calcul très simple. En fin de compte, le principe de la défiscalisation de la loi de Normandie, c'est comme la loi Pinel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un prix de revient de l'investissement, donc le prix de revient, ça va être le prix de l'appartement brut, donc le foncier, auquel on va rajouter le montant des travaux, plus éventuellement les frais d'acquisition, donc les frais de notaire. Et sur ce montant, donc on prend un exemple, 100 000 euros d'investissement, donc 50 000 euros de foncier, 50 000 euros de travaux, et bien sur ces 100 000 euros d'investissement, les investisseurs vont pouvoir avoir une réduction d'impôt de 2% par an, 2% par an pendant 6 ans, 9 ans, comme pour le Pinel. Et après, potentiellement, s'ils souhaitent aller jusqu'à la 12e année, on passera de 2 à 1%. Mais le calcul est vraiment très simple. C'est pour ça que c'est intéressant de présenter cette loi-là auprès des investisseurs, parce que c'est 2% du montant du prix de revient de notre investissement. Donc, normalement, on doit pouvoir calculer très facilement sa réduction d'impôt. Et le plafond, comme pour la loi Pinel, on va jusqu'à 300 000 euros d'investissement par année. Ouais, ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Et surtout, l'intérêt également de la loi de Normandie, c'est que bien souvent, avec ce plafond d'investissement, très souvent, les gens peuvent acheter 2 appartements. Bien sûr, quand ils ont la possibilité. Alors attends, on va un peu vite là. On va rester sur la partie défiscalisation. Tu parles de 2% de réduction chaque année. On est sur de la réduction d'impôt ou on est sur de la réduction du revenu imposable? Non, là, c'est pas comme du déficit foncier. Là, on peut sortir également de l'immobilier. C'est pas comme un PER, plan d'épargne retraite. Donc là, on est vraiment directement sur de la réduction d'impôt. La personne paye 2 000 euros d'impôt, elle investit 100 000 euros, elle fait 2% de 100 000 euros, ça va lui donner 2 000 euros de réduction d'impôt. 2 000 moins 2 000, la personne est non imposable. D'accord. Petite subtilité de la loi de Normandie par rapport à ce que tu viens de me demander. En fonction du montant des travaux, l'investisseur, pour un même appartement et en fonction de sa situation fiscale, on peut effectivement faire une double défiscalisation, déficit foncier et loi de Normandie. Et c'est vraiment en fonction du projet et en fonction de la fiscalité du client. Donc là, pour faire court, déficit foncier, on va se retrouver avec le classique du déficit foncier, 10 700 euros d'imputation annuelle sur le revenu global avec un étalement possible sur 10 ans. Donc, on peut effectivement cumuler les deux. Ça, c'est intéressant de le dire. Potentiellement également, depuis mai 2023 jusqu'au 31/12/2025, l'État a mis en place un super déficit foncier par rapport à des notions énergétiques. En fonction du dossier, avec une livraison 31/12/2025, les 10 700 euros, on peut aller jusqu'à 21 400 euros. C'est ça. Voilà. Ce qui est une opportunité non négligeable. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, en fonction de leur fiscalité, on a fait effectivement une double défiscalisation. Le déficit foncier a augmenté à 21 400 euros, plus la réduction d'impôt de Normandie. Et là, quand on cumule les deux, ça fait une très belle loi. Et les détracteurs, de toute façon, il y a toujours eu des détracteurs dans la défiscalisation. Moi, ça fait 30 ans que j'en présente. Je sais ce qu'on va me dire. Oui, tout à fait. Et là, parce que souvent, alors à juste titre, on présente le de Normandie comme étant le jumeau du Pinel, mais il y a une part de vérité parce que le dispositif ressemble quand même très largement au Pinel. Mais comme le Pinel était dédié uniquement à l'investissement dans le neuf, évidemment, ce levier que constituait le déficit foncier, on ne pouvait pas en bénéficier, alors que là, on en bénéficie avec le de Normandie. Alors, ces jumeaux, le dossier, la loi de Normandie est jumelle avec la loi Pinel par rapport au principe de la réduction d'impôt, mais en termes d'impact financier pour le client, on est vraiment sur une gamme au-dessus. Moi, j'ai pas mal de clients. Quand on présente un dossier à 200 000 euros en Pinel ou on présente 2 dossiers à 100 000 euros de Normandie, en termes de rentabilité, ça n'a rien à voir. Mais alors, on est entièrement d'accord parce que même si j'ai posé cette question au début,
Moi, je reste convaincu que le de Normandie, il est sous-évalué depuis des années et que, alors là, il revient plus largement parce que comme le Pinel a dégagé, on se dit oui, tiens, vers où on va aller et le de Normandie revient, mais c'est bien, mais c'est mieux vaut tard que jamais. Pourquoi il était, je dirais, sous silence? La loi de Normandie a été mise en place en octobre 2019, Monsieur ça, ouais. de Normandie. Ouais. 2020, 2021, ainsi de suite, il y avait toujours des taux d'intérêt très bas. La loi Pinel qui marchait très fort. Donc, tant que les taux ne bougeaient pas, quand on emprunte à 1% pour un dossier à 300 000 euros dans le neuf, ça passe. Quand on emprunte à 4% pour le même dossier, ça passe nettement moins. C'est pour ça que nous, ça fait 3 ans qu'on réoriente nos investisseurs dans le cadre de la loi de Normandie. Et quand j'étais en concurrence Pinel de Normandie, j'ai très souvent, je ne vais pas dire toujours, mais très 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 souvent pris le marché. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je prends un dossier à 200 000 euros en Pinel ou je prends 2 dossiers à 100 000 euros de Normandie, en termes de réduction d'impôt, c'est le même impact. Par contre, en termes de rentabilité, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, je suis très 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 content d'avoir cette loi qui a été, normalement, elle devait, quand j'ai prolongé jusqu'au 31/12/2000, avec le gouvernement Barnier, il y a une possibilité qu'ils reviennent sur le fait qu'elle était prolongée jusqu'au 31/12/2027. Ils voulaient la basculer jusqu'au 31/12/2026. Ouais. Ça a été annulé pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc là, on est encore à nouveau sur 30. Sachant qu'avant la dissolution, normalement, elle devait être prolongée jusqu'au 31/12/2030. C'est ça, oui. Donc, raison de plus, peut-être pour en profiter jusqu'en 2027, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après. Faut être très réaliste et honnête là-dessus. Surtout que, sans faire de politique, j'en fais jamais, 2027, c'est une présidentielle. Quel que soit le candidat élu, on ne sait pas à l'avance quelle sera sa vision sur le plan fiscal, notamment. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc là-dessus, alors moi, j'ai rien à vendre, je suis très tranquille pour dire ça. Mais ceux qui veulent faire du de Normandie, il faut qu'ils en profitent quand même, éventuellement. Si on prolonge la discussion sur la connaissance, la compréhension de ce mécanisme, évidemment, on se doute qu'à partir du moment où l'État fait un cadeau fiscal qui est un cadeau relativement intéressant, parce que si on cumule les fameux 2%, on arrive à 21% sur la période la plus longue, je crois de 12 ans, on arrive jusqu'à 21% de réduction d'impôt au global. Maintenant, c'est quoi la contrepartie? Quelles sont les contraintes? Parce qu'il s'agit quand même de contraintes que doit ici respecter que l'acquéreur. Alors, je ne vais pas parler de contraintes. C'est que l'encadrement des loyers a été mis en place en France avec les lois d'éducation avec M. de Robien. Ça fait quelques années maintenant. C'était 99. Donc, c'est ça. Donc voilà. Donc, en fin de compte, les lois sont bien faites, sauf sur des micro-marchés. Et notamment, il y a une notion donc, d'encadrement des loyers, comme pour la loi Pinel, et d'encadrement du niveau des ressources. Mais comme la loi est bien faite, je dirais dans 95% des cas, il y a toujours l'exception, le loyer de Normandie correspond au loyer marché. Donc en termes de contraintes, pour moi, il n'y en a pas, parce que la loi a été bien pensée. Elle a été mise sous couvert parce que, comme on l'a dit, il y avait la concurrence de la loi Pinel quand les taux étaient intéressants. Puis également, pourquoi la loi de Normandie n'est pas à l'ordre du jour chez les gros faiseurs, les gros promoteurs, parce que nous, qu'on présente des dossiers en loi de Normandie, soit c'est des appartements diffus, soit des petits programmes. Donc un promoteur n'ira pas sur la loi de Normandie, parce qu'en termes de marge, il n'y a pas assez de lot pour faire de la marge. Donc ça va être une loi qui va rester sur du micro-marché, mais moi je ne considère pas que c'est des contraintes. Au contraire, c'est une opportunité pour beaucoup d'investisseurs de pouvoir avoir accès à l'immobilier à un prix qui est vraiment hyper raisonnable pour se permettre de réduire ses impôts et créer du patrimoine. Alors oui, mais si je peux me permettre, ton explication, elle mérite quand même en amont une autre explication, parce que tu dis que je te rejoins complètement, c'est vrai que ça correspond au marché du locatif en général quand on est sur du de Normandie. Mais c'est parce qu'on a oublié quand même de dire la contrepartie qui est demandée aux propriétaires bailleurs, c'est de respecter quand même un niveau de loyer. Pour le dire un peu brutalement, mais ça correspond un peu à la réalité, si j'investis dans du Normandie, je n'ai pas le libre choix complet du montant de loyer que je vais fixer.
Comme je viens de le dire, c'est qu'il y a des plafonds donc, qui ont été mis en place, comme pour la Pinel. Mais quand on regarde bien attentivement, globalement, le loyer marché correspond au loyer de Normandie. Alors, il y a des exceptions, on trouvera toujours des exceptions, mais par expérience, on est complètement dans le marché. Ok. Tout à l'heure, tu as dit, nous sommes là sur une réduction d'impôt. Donc, il ne s'agit pas d'un crédit d'impôt. Ça signifie qu'en fait, si je ne paye pas d'impôt, je suis peu intéressé par cet investissement. Je fais pour le même appartement, je peux faire du meublé. Parce qu'en fin de compte, la loi de Normandie, c'est l'aspect fiscal. Mais avant toute chose, la personne elle achète de l'immobilier. Ah ça, on va y arriver, tout à fait. Donc après, en fonction, moi j'ai des clients qui peuvent très bien faire un projet en loi de Normandie pour leur permettre de réduire leur imposition. Mais éventuellement, pour un autre appartement réhabilité, on bascule en meublé. Ça se complète. Mais effectivement, c'est de la réduction d'impôt et pas du crédit d'impôt. Bon. Alors, là, on en arrive sur un volet où je voudrais... Alors là, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel du mécanisme. Alors si, sauf peut-être le fait que toutes les villes ne sont pas éligibles aux deux Normandies. Comment ça fonctionne par rapport à ça ? Comment ont été sélectionnées les communes dans lesquelles je peux faire de Normandie ? Et finalement, pourquoi on a exclu un certain nombre de communes ? Alors ça, j'aimerais bien, on pourrait en parler à Monsieur de Normandie pour voir comment il a fait sa sélection. Mais à titre indicatif quand même, quand la loi de Normandie a été mise en place, il y avait 225 villes en France, 225 000. Ouais. Aujourd'hui, c'était multiplié par 10. Il y a plus de 2000 villes qui aujourd'hui sont éligibles à la loi de Normandie. Et chaque semaine, il y a des villes qui demandent à être éligibles à l'ORT. Et donc maintenant, le principe de sélection, ça je ne le maîtrise pas. C'est plutôt un choix politique de la mairie qui a compris l'intérêt de cette loi pour réhabiliter, c'est pas forcément du centre-ville, pour avoir une opportunité, pour comment dirais-je, donner une opportunité aux investisseurs de pouvoir investir dans la ville. Et à titre indicatif, on peut avoir des petites communes comme des plus grosses. Donc, oui, tout à fait. Et chaque semaine qui passe, nous on le voit, il y a des nouvelles communes qui demandent leur éligibilité parce que les gens ont compris, les communes comprennent l'intérêt de cette loi. C'est ça, oui. Et alors, je vais dire ça sous ton contrôle, parce que c'est toi le spécialiste du Normandie davantage que moi. J'ai l'impression que la loi, elle a évolué dans son esprit quand elle a été promulguée. Il s'agissait vraiment de redynamiser des centres-villes en perdition dans des communes moyennes qui avaient une économie balbutiante et par conséquent des problématiques d'offres locatives sur ces centres-villes. Et puis dans un deuxième temps, la loi elle a évolué parce faut être honnête, ça marchait pas très très bien quand même au début le de Normandie, même si tu as raison de le dire, les conditions économiques, notamment les taux, ne favorisaient pas. Mais bon, il y avait pas un enthousiasme dingue quand même pour le Normandie dans les 2 premières années. Et ce que je trouve là, l'intelligence du législateur, c'est d'avoir assoupli et fait évoluer le mécanisme en l'étendant et en donnant effectivement la possibilité aux communes d'être demandeuses de Normandie sur leur territoire. Sachant que, je vais donner un exemple pour les personnes qui connaissent, alors je ne vais pas vous faire rêver en termes architectural, mais une commune comme Annemasse, bassin genevois, vous prenez le tram, en 10 minutes, vous êtes à Genève. Je vous rappelle juste que Genève, le prix de l'immobilier est plus élevé qu'à Paris. Le salaire moyen dans le canton de Genève, c'est 6 000 € par mois. Moyen. Moyen. Annemasse est éligible à la loi de Normandie. Voilà, donc, alors je peux vous donner un contre-exemple avec un village paumé. Mais globalement, l'intérêt de la loi de Normandie, c'est justement, il y a vraiment tout type de produit. C'est-à-dire ça peut être 80 000 € comme à Annemasse. Le ticket d'entrée, ça va être 250 000, 300 000 €. Mais l'intérêt de cette loi, c'est qu'il y a vraiment des opportunités partout. Parce que le marché est XXL. Maintenant, pourquoi la loi de Normandie, on l'a dit tout à l'heure et je réinsiste là-dessus, elle a été mise sous le tapis parce que les gros faiseurs n'y vont pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Bouygues ne fera jamais un dossier en loi de Normandie. Il y a éventuellement Nexity, Vinci,
de temps en temps qui se lancent sur ce type d'opération, mais parce qu'il y a 50, 60 appartements à sortir et avec des prix XXL parce qu'il faut qu'ils trouvent de la marge. Donc ça va rester un micro-marché quoi qu'il arrive, mais si l'investisseur comprend, enfin si on lui explique, parce qu'avant de comprendre il faut lui expliquer, l'intérêt de cette loi, c'est c'est une loi qui est juste incroyable. Non, mais alors on est d'accord. Alors maintenant, je pense qu'on a compris toute la mécanique. Avant de te poser une question, je vais juste raconter très rapidement une anecdote, mais tu vas voir qui je pense aura sa pertinence dans ce que je vais te demander après. Il y a quelques années, moi j'ai un collègue, en fait, voilà, un collègue qui me croise dans un couloir et tout, et qui me dit: ah Eric, faut que je te voie à la pause. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps a priori. Faut que je te voie à la pause. J'hérite de 180 000 euros à peu près. Il faut que tu me dises si le Pinel c'est intéressant. Alors moi, évidemment, je lui dis: écoute, il n'y a pas de souci, mais avant de te dire si le Pinel il est intéressant pour toi, il faut qu'on examine deux volets. Un, il faut que je comprenne ta situation fiscale de manière quand même un peu plus approfondie. Et deuxièmement, même si là, ça m'appartiendra pas, je vais un peu te mettre en garde quand même sur le choix du bien que tu vas acheter. Et là, il m'arrête et me dit: ah non, bah donc ça veut dire que tu peux pas, comme ça, en 5-10 minutes, me répondre à ma question si le Pinel, c'est bien pour moi. Bah, je lui dis: non, moi, je peux pas. Voilà, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Et j'ai l'impression que là, je referme ma parenthèse, on en arrive quand même au point essentiel qui, selon moi, fait que ce dispositif, mais comme tant d'autres, il n'est pas nécessairement abordable par le commun des mortels qui est assis sur son canapé et qui va se dire: allez hop, réduction d'impôt, je vais acheter un bien comme ça. C'est un peu plus compliqué. C'est à la fois une rencontre entre un environnement patrimonial et fiscal de celui qui va acheter, et c'est surtout, enfin aussi, le choix du bien dans lequel on va investir. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision, qui est une vision qui consiste à valoriser l'accompagnement et la réflexion autour d'un choix de ce type? Surtout lorsqu'on se lance dans des travaux. En fin de compte, alors oui, on y viendra. L'intérêt de... Alors, je prêche pour ma paroisse, hein, l'intérêt d'Optissimo Foncia, c'est qu'en fin de compte, nous, on chapeaute, on accompagne l'investisseur. La loi de Normandie, une personne... tout le monde peut, en fin de compte, faire sa propre loi de Normandie. Maintenant, je souhaite bon courage à l'investisseur pour aller appeler l'artisan du coin qui va pas forcément toujours répondre. Donc là, en fin de compte, nous, ce qu'on amène à l'investisseur le plus, c'est notre expertise du marché de l'immobilier, et la connaissance du marché des travaux. Ce qui fait qu'effectivement, la personne peut rester dans son canapé, si elle nous rencontre, pour qu'on puisse lui apporter des informations, lui expliquer comment ça fonctionne. Et après, par rapport au choix de la ville, de l'environnement et du montant d'investissement, ça va effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à ton collègue, être en fonction des objectifs et de la fiscalité de l'investisseur que j'ai en face de moi. Mais quoi qu'il arrive, nous, notre métier, et je le dis à tous mes investisseurs, pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc moi, ce que je présente, c'est je sais exactement ce qui va se passer. Et autre point également, sur ce type d'opération, parce que j'ai un recul du marché de l'immobilier, c'est de comprendre que un investisseur peut refaire plusieurs opérations d'investissement. Et donc, nous, notre métier, c'est d'être très bon dès le départ, d'accompagner le client dans ce process de loi de Normandie qui techniquement est plus compliqué que la loi Pinel, mais qui au final est beaucoup plus intéressante. Mais pourquoi la plupart des gens n'y vont pas dans le cas de Normandie? C'est qu'il y a une notion de travaux. Et les travaux, ça fait peur aux investisseurs. Et moi, j'ai beaucoup plus de remarques et de questions dans le cadre de la Normandie que je n'avais dans le neuf, que ce soit la loi Pinel ou autre. Et parce que la notion de travaux, elle fait peur. Hein. Vous écoutez Julien Courbet, il va vous dire qu'il n'y a que des escrocs. Vous allez sur Internet, comme tu l'as dit en début d'entretien, on va vous dire qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, c'est une compréhension. Et la plupart des investisseurs ne font pas ce type d'opération parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Par contre, une fois qu'on a compris, alors on n'y va pas, mais notre métier, c'est justement d'encadrer et d'expliquer au client comment ça va se passer, de faire la sélection pour le client du projet immobilier. Après, ça convient pas. Et l'expérience que j'ai, c'est, moi, chaque année, j'ai des clients qui revendent leur appartement, qu'ils ont acheté en loi Pinel, en loi Duflot, en loi Périssol et autres.
Et donc, je vois ce qui se passe entre un achat dans le neuf et la revente. Et tout réside. De toute façon, l'immobilier, tu as dû le dire plusieurs fois dans tes podcasts, c'est deux choses importantes. C'est où vous achetez et également la durée du financement. Et donc, à partir du moment où on est bon sur l'emplacement, quelle que soit la loi, le dossier il est bon. Et que ce soit dans le neuf, en loi Pinel ou en loi de Normandie, à partir du moment où l'emplacement est bon, ça se passe toujours très bien. J'ai moult exemples où les gens ont acheté dans le neuf, ils ont sorti avec des très bonnes surprises, et j'ai d'autres exemples où les gens ont eu des mauvaises surprises. Mais tout dépend, et c'était la même loi, tout dépend vraiment, comme toujours dans l'immobilier, c'est où on achète. Il y a une personne qui s'appelle Monsieur Plaza qui dit l'emplacement. Il y en a d'autres qui ont pensé avant lui, parce que l'immobilier, c'est pas la loi qui fait la différence, c'est où on achète, avec qui on achète, et le financement. Et donc, nous, notre métier, l'expertise de Foncia, Optissimo Foncia, c'est d'être très bon sur notre expertise. Après, c'est un discours très commercial, mais vu le succès, nous, qu'on rencontre au niveau commercial par rapport à la Normandie, voilà, on sait que c'est très bon. Et nous, on le voit également au niveau de nos investisseurs. Il y a vraiment une demande de plus en plus forte sur cette loi. Déjà, parce que la loi Pinel s'arrête, voilà, c'est arrêté. Et puis, parce que petit à petit, les gens comprennent que c'est la loi qui permet à beaucoup d'investisseurs de rentrer sur le marché de l'investissement avec un ticket d'entrée qui est plus que raisonnable. Et si l'emplacement est bon, eh bien, le dossier il tourne tout seul. Ton discours, il a un mérite, c'est de replacer l'église au milieu du village, c'est-à-dire que quand on veut faire de Normandie ou avant du Pinel, c'est pas nécessairement un outil de défiscalisation qu'on achetait, mais c'est un emplacement. C'est cette priorité qui est remise. Je n'ai rien contre certains de nos amis banquiers ou parfois conseillers en gestion de patrimoine, mais parfois on a vu sur du Pinel des recommandations. Là, on vendait avant tout au client une économie d'impôt avant de lui vendre un emplacement, des perspectives, même sur le marché, parce qu'il y avait parfois de mauvaises surprises sur le marché locatif, là où certains projets sortaient de terre. Donc oui, on fait de l'immobilier avant tout. On est d'accord. À partir du moment où les gens sont mécontents de leur investissement, c'est pas la loi, c'est le choix du projet qui est pas bon. Et je reviens, alors pareil, je remets une pique moi sur les banques. Une banque, ça reste un organisme qui doit prêter de l'argent. Point final. Bon, on est d'accord. Point final. Tout à fait. Parce qu'un banquier, ce que je dis à tous mes investisseurs, dans la même journée, votre chargé de clientèle va vous vendre. Il va commencer par une assurance scooter, après il va vendre une assurance habitation. Et puis en fin d'après-midi, éventuellement, il va vendre un appartement. Bon, voilà. Donc, moi, si j'ai mal au genou, je vais voir un chirurgien orthopédique. Je ne vais pas voir un médecin généraliste. T'aurais pu être davantage méchant en disant que peut-être qu'entre-temps, il a vendu un abonnement de téléphonie mobile. Pas toutes les banques, mais... Non, pas toutes, mais certaines. Voilà, certaines me viennent à l'esprit. C'est pour ça que je cite... la critique est facile, mais en même temps... Moi, je suis souvent en concurrence avec les banques, donc je sais exactement... ce qu'ils présentent. Donc attention, il y a des bons dossiers. Ah, mais tout à fait. Ouais. Mais ça reste quand même souvent très, très... il manque quelque chose. Alors, je voudrais qu'on parle un peu des travaux, justement, parce que le volume global des travaux, il doit représenter 25% de l'investissement, c'est ça. Ce qui est non négligeable, il faut le reconnaître, de réaliser au moins 25% des travaux. Est-ce que sur ces travaux, il y a des obligations particulières sur le plan environnemental ? Est-ce qu'il y a des obligations au final, après travaux, le logement doit être classé, doit avoir un DPE minimum ? Est-ce qu'on a un encadrement à ce sujet ? Alors, c'est plus qu'un encadrement, c'est des suggestions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'État, la loi précise qu'au niveau du DPE, il faut qu'il y ait une augmentation au minimum de 30% de valorisation énergétique par rapport à l'achat initial. Ce qui est pas mal, quand même. Ce qui est pas mal. Alors maintenant, aujourd'hui, l'intérêt de la loi de Normandie, c'est que justement, nous, comme on se positionne, aujourd'hui, sur beaucoup d'appartements qui sont en classification F ou G, parce qu'il y a quand même beaucoup sur le marché,
ce qui permet de rebasculer sur du C ou du D. Et donc, c'est une des obligations de la loi de Normandie. Après, au niveau environnemental, pareil, il y a deux... Moi, je ne suis pas expert en travaux parce que je sais que moi, mon métier, c'est quand même de vendre. Hein, c'est pas moi qui vais faire les travaux. Donc, il y a comment dirais-je, l'État demande deux travaux, notamment, pour que ça soit éligible à la loi de Normandie. Ça va être notamment sur l'isolation thermique et sur le chauffage. Mais c'est quand même... La loi est très light en termes d'obligations. Alors effectivement, nous, on va chercher... les appartements c'est pas Véronique Damido, hein, j'ai rien contre elle, mais on ne repart pas un appartement. Hein. C'est vraiment... on remet sur le marché un appartement qui est très bon. Soit c'est des appartements diffus, soit c'est des immeubles qu'on refait. Ce qui permet justement au niveau des clients de savoir qu'ils amènent sur le marché un appartement qui, en termes de normes énergétiques, sera au-dessus de la pyramide, qui sera donc complètement réhabilité. Mais les normes, ce que demande la loi, l'État par rapport à l'éligibilité en de Normandie, c'est light. Hein. Et c'est une recommandation. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Moi, je trouve que ça donne une certaine souplesse quand même là-dessus. Voilà. Après, j'ai envie de dire peut-être, mais là aussi, tu as le droit de me contredire au contraire, que finalement le niveau des travaux et leurs exigences sur le plan énergétique, environnemental, ça va être aussi comment se positionner de manière attractive sur le marché locatif aussi, je suppose. Ouais. Nous, là, ce que je dis à tous mes investisseurs, c'est ce que je viens de dire, c'est que je vous rappelle juste quand même qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande en France au niveau des appartements, au niveau de la location à l'année. Parce que déjà, on ne construit pas assez, et puis il y a une structure qui s'appelle Airbnb qui est passée par là. Donc, si vous mettez sur le marché dans une ville où il y a un potentiel locatif, mais aujourd'hui, quasiment dans toutes les villes, il y a un potentiel locatif parce qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Vous amenez sur le marché un appartement qui est refait au niveau locatif, ça se passe très très bien. Oui. Et nous, alors je reviens là-dessus, c'est que notre premier métier chez Foncia, donc Optissimo, c'est la gestion locative. En France, on gère 400 000 appartements. Donc on a 400 000 locataires, 400 000 propriétaires. Donc on peut penser qu'on maîtrise le marché de la location et on gagne de l'argent quand un appartement est loué. Sinon, on paie, il y a des garanties sur l'absence de locataire. Donc notre métier, c'est que dès que l'appartement est livré, c'est qu'il soit loué. Et donc, on sait très bien qu'à partir du moment où on présente sur le marché un très bel appartement fini, en termes de locatif, ça va très bien se passer parce qu'il y a bon nombre d'appartements sur le marché aujourd'hui, justement pour des raisons de travaux, parce que les propriétaires soit ne veulent pas, soit ils n'ont pas les fonds, ils laissent en l'état leur appartement, le marché est vétuste. Et là, l'intérêt de la loi de Normandie, c'est justement de booster ce marché énorme qui, pour l'instant, n'est pas travaillé. Alors, pour rester encore sur ce volet travaux, ça signifie que moi, si demain je viens vous voir, vous êtes en capacité de me dire, tiens, on peut vous vendre tel bien à tel endroit et les travaux, c'est nous qui allons les superviser. Comment ça se passe ? En fait, dans le cadre de la loi de Normandie, l'investisseur a 3 possibilités. Donc, il achète son appartement brut. Soit il va faire lui-même les travaux en ayant connaissance donc, des directives de l'État, soit il prend un maître d'œuvre qui va chapeauter ses travaux. Donc, soit nous, on lui propose une solution où effectivement, on a des interlocuteurs qui vont, par rapport à l'immeuble ou l'appartement qu'on souhaiterait habiter, le checker, nous présenter un devis travaux ferme et définitif. Le prix est ferme et définitif dès le départ. Et ce devis de travaux, on va le présenter au client. Donc, trois possibilités. On laisse le client libre. Bien sûr, on connaît la réponse, c'est-à-dire que le client prend notre solution. Et dès le départ, nous, lorsqu'on présente un dossier, le client sait où il achète et sait ce qui va se passer au niveau des travaux. Et donc, en fonction des zones d'investissement, on a différents interlocuteurs qui travaillent avec nous donc depuis maintenant 3 ans, mais qui ont une antériorité sur le marché des travaux, et ce qui nous permet de présenter des dossiers où on sait ce qui va se passer pour l'investisseur dès le départ. Parce que nous, ce qui nous intéresse, au niveau des investisseurs, ce n'est pas le premier investissement. Moi, par expérience, avec mes investisseurs, je sais que sur 10 ans, les gens vont acheter 3 ou 4 appartements.
à partir du moment où le premier est bon et où ça se passe bien. Donc là, on accompagne complètement l'investisseur dans son process et effectivement, on lui explique sur son appartement, devis à l'appui, ce qui va se passer par rapport à son investissement. C'est exactement la même configuration que dans le neuf, en Pinel. Ouais. La différence, c'est de l'ancien. Comme j'ai dit en début d'entretien, les travaux, l'ancien, ça fait plus peur que le neuf. Mais par expérience, c'est beaucoup plus sécurisé que le neuf. D'accord. Je vais me faire l'avocat du diable ici, mais parce que j'ai aussi parfois entendu l'argument. Oui, mais si on me propose un petit peu des solutions clés en main avec des travaux, j'ai moins la main sur le volet travaux et peut-être sur une mise en concurrence des artisans, des entreprises qui vont travailler là-dessus. D'autant plus si je fais appel à une structure qui a l'habitude de travailler avec des personnes. Tu vois, je fais bien l'avocat du diable, je précise, qui a l'habitude de travailler avec des personnes et qui sera peut-être moins regardante au fil du temps sur le coût de ses travaux. Tu réponds quoi à ça? Alors, deux choses. Un, déjà, le client fait ce qu'il veut. Par contre, moi, je lui souhaite bon courage quand il va devoir appeler son artisan pour lui dire, écoutez, lundi matin, vous deviez passer, vous n'êtes pas venu, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je lui souhaite bon courage. Tout à fait. Parce que n'oublions pas qu'également, aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, c'est plus que tendu au niveau des corps d'État. Parce que je vous rappelle que la loi Pinel n'existe plus. Donc, c'est comme si on vous coupait le robinet depuis le 1er janvier 2025. Donc, je souhaite bon courage beaucoup d'artisans aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc, le client est libre de faire ce qu'il veut. Après, effectivement, nous, on n'est pas philanthrope. C'est-à-dire qu'on amène notre valeur ajoutée, on amène la sécurité du dossier. Il y a un coût. On n'est pas philanthrope. Le client prend ou il ne prend pas. Par contre, nous, ce que l'on veut chez Foncia, c'est être le leader du marché de la défiation en réhabilitation, donc en rénovation, donc en loi de Normandie ou défi foncier. Et le leitmotiv du big boss de chez Foncia, c'est qu'on n'est pas l'image du promoteur, parce que pareil, je l'avais entendu depuis 10, 20 ans, 30 ans, le fait que monsieur, j'achète du neuf, donc c'est plus cher que le copain qui achète en résidence principale. Donc notre métier, notre objectif, c'est que lorsque l'appartement est livré fini, on ressorte au prix du marché. Effectivement, il y a un petit delta parce qu'il y a une notion de coût par rapport à des travaux et une réhabilitation. Et ce que je dis à tous mes investisseurs, la confiance n'empêche pas le contrôle. C'est-à-dire que vous validez vous-même, vous faites votre recherche, vous regardez si mes propos correspondent si les propos correspondent à la valeur du marché. Si c'est bon, on y va. Si vous considérez, monsieur, que visiblement il y a beaucoup de marge dans les travaux que vous me présentez, vous faites surtout pas. Mais le client est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, en ayant ce discours-là, je sais très bien que l'investisseur, dans 99% des cas, ne fera jamais, parce que c'est lourd de mettre en place cette opération, c'est lourd. Et donc, nous, on amène la solution en ayant comme objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le premier investissement de mon investisseur, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième investissement. Parce que je sais très bien que sur ce type d'opération, et que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, à partir du moment où le client comprend comment ça fonctionne, que c'est très simple, très sécurisé, très rentable, il ne fait pas qu'une opération. Et c'est pour ça que nous, notre métier, c'est de présenter des solutions, mais le client est libre de faire ce qu'il veut. Et surtout, ce que je dis à tous mes investisseurs, c'est quoi que je vous dise, c'est vous qui décidez, donc c'est vous qui aurez raison. Si vous considérez que c'est trop cher, c'est trop cher. Il est évident que chaque fois que je vais voir un investisseur, moi je présente différentes solutions d'investissement en termes de prix et en termes de montant d'investissement. Des fois, j'ai des clients qui me disent « Non, monsieur Monin, on a été voir, c'est trop cher. » Ok, je retravaille ma copie. Et puis d'autres, on fait des dossiers. Mais c'est vraiment le client qui doit ressentir son dossier. Pour être investisseur, il faut comprendre ce que l'on fait et il faut être serein. C'est-à-dire que ce que je dis à tous mes investisseurs, si vous dormez mal, si vous transpirez, il ne faut surtout pas faire. Donc finalement, on a un équilibre entre, d'un côté, vous, la transparence des informations de vos propositions à l'égard du client, et le client, en fait, il garde son libre arbitre. Voilà. Très bien. Ce que je dis à tous mes investisseurs,
dans le cadre de la loi de Normandie, ce que je vais vous expliquer, vous pouvez le faire vous-même. Pour terminer, Alors, on va terminer parce que la montre, voilà. Et puis, non, mais je pense que on a eu là des choses extrêmement claires, précises, comme je les aime, voilà, avec des réponses extrêmement intéressantes. Si aujourd'hui, tu devais... Alors, je sais que l'exercice est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a des villes qui aujourd'hui te semblent relativement attractives en matière de Normandie, ou des régions, en tout cas, voilà, où tu indiquerais à tes prospects ou à tes clients plutôt d'aller en 2025? Pour moi, tous les emplacements sont bons. Ah, attention, à partir du moment où le prix est bon, c'est-à-dire que les arguments commerciaux, là, cette semaine, j'ai présenté les dossiers à Limoges, plein centre-ville en hypercentre de Limoges, une agglomération de 210 000 habitants. Et puis, j'ai vendu un appartement qui est sur une commune qui s'appelle Caussade, qui est juste au nord de Montauban. C'est 10 000 habitants. Donc, les arguments ne sont pas les mêmes. Et le prix n'est pas le même non plus. Oui. Donc, c'est vraiment... comme je le faisais au niveau de la loi Pinel dans le neuf, c'est pas une zone... C'est le prix, enfin, où on achète, et la notion du prix. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est surtout la loi de Normandie qui est vraiment extraordinaire. Et après, c'est le projet qu'on présente. Et ça peut être très bien dans une commune de 2000 habitants où ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et une commune de, comme je disais tout à l'heure, Annemasse, l'agglomération du bassin genevois, c'est 1 million d'habitants. Et le dossier peut être mauvais. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse à ta question, sauf à dire qu'à partir du moment où le dossier est bon, eh ben, l'investissement, il est bon. Ah, mais détrompe-toi, la réponse me va très bien, parce qu'elle est empreinte de pragmatisme, et derrière, on sent bien que la réponse va dépendre aussi de tellement de facteurs qu'il est difficile de faire comme ça une réponse à l'emporte-pièce. Donc, au contraire, ça me va très bien comme réponse, plutôt que de balancer des choses un peu toutes faites. Eh bien, Eric, on arrive au terme de notre discussion. Je te remercie infiniment d'avoir pris de ton temps, de nous avoir fourni toutes ces explications claires, précises, comme je le disais il y a 5 minutes. Et donc, je te dis à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Bonne journée.